C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. À la une de ce journal, le délai de 8 jours accordé aux élus des législatives nationales organisées en décembre 2023 en République démocratique du Congo, frappé d'incompatibilité des fonctions occupées au mandat de député, expire ce mardi. Plusieurs membres du gouvernement ont démissionné, à savoir Vital Kamerhe, Jean-Pierre Liaou, Molendo Sakombi pour ne citer que ceux-là. Les combats ne cessent de s'intensifier dans la partie est de la République démocratique du Congo, ce qui crée un déplacement massif de la population. Face à cette situation, le gouvernement congolais ainsi que l'ONU et la communauté humanitaire ont lancé un appel à la mobilisation de 2,6 milliards pour financer le plan de réponse humanitaire. Merci de choisir Mondico Télévision. Je l'ai annoncé à l'entame de ce journal, les 8 jours de délai accordés aux nouveaux députés qui exercent encore un mandat public prennent fin ce mardi 20 février 2024. Dans l'entretemps, l'on a enregistré la démission de plusieurs membres du gouvernement élus députés qui étaient encore en fonction. Regardez. La fin du délai de 8 jours accordé aux nouveaux députés exerçant un mandat public incompatible, conformément à l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, prend fin ce mardi 20 février. Selon l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout député se trouvant dans une situation d'incompatibilité, telle que stipulée à l'article 122 du présent règlement, doit faire un choix entre son mandat de député ou toute autre fonction qu'il exerce. Ce choix doit être notifié au président de l'Assemblée nationale dans un délai de 8 jours à compter de la validation de ses pouvoirs. En cas de défaut de réponse dans ces délais impartis, le député est présumé avoir renoncé à son mandat parlementaire. Ces dispositions visent à assurer la pleine conformité de membres de l'Assemblée nationale avec les règles relatives aux incompatibilités des mandats, garantissant ainsi l'intégralité et la légalité des fonctions parlementaires. Cette échéance marque une étape importante dans le processus d'installation de la nouvelle Assemblée nationale. À noter que plusieurs membres du gouvernement qui étaient encore en fonction ont présenté leur démission pour mettre fin au cumul des fonctions. Et pendant ce temps, le président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a mis en place une commission spéciale constituée de 78 membres en raison de 3 par province afin d'élaborer le règlement d'ordre intérieur de cet organe délibérant pour un délai de 5 jours. C'était à l'issue de la séance plénière du lundi 19 février à l'Assemblée nationale. Lundi 19 février 2024, après la validation de pouvoirs de députés nationaux, le bureau d'âge a convoqué une séance plénière pour l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur de l'organe délibérant. Pour ce faire, lors de cette séance, le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, a constitué une commission spéciale de 78 députés à raison de 3 représentants issus de 26 provinces du pays. Ces élus ont 5 jours pour faire le toilettage du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement de la 4e législature et apporter les amendements. Christophe Mbosso, président du bureau d'âge, demande aux élus de privilégier dans la désignation de 3 membres de chaque province le plus compétente et le mieux qualifié par rapport à la nature du travail à réaliser. La commission constituée aura 5 jours de travail. Ces délais courent du mercredi 21 février 2024. La commission présentera le projet de règlement intérieur à la plénière pour approbation. Le texte ainsi
adopté par la plénière sera aussitôt envoyé à la Cour constitutionnelle qui se prononcera pour sa conformité à la Constitution. La Haute Cour disposera de 15 jours maximum pour se prononcer. Le président Mbosso a formulé une recommandation à l'endroit du bureau de la commission, c'est de veiller à produire un travail de qualité d'une législature digne de la Troisième République. Il s'agit a recommandé Christophe Mbosso de ressortir parmi les dispositions qui existent des amendements si c'est nécessaire en vue de produire un texte potable à soumettre à la plénière. Et autre lieu, autre secteur, dans la province de l'Ituri, le gouverneur militaire et commandant des opérations invite la population à collaborer avec les services de sécurité et défense pour traquer les auteurs des crimes. Le lieutenant-général Johnny Luboyankashama l'a fait savoir à travers un message lu par le porte-parole de l'armée de la région, le lieutenant-colonel, ce après l'exécution des 15 personnes par la milice Codeco. Regardez. Chers compatriotes, je viens d'apprendre cette triste nouvelle, faisant état d'un crime ignoble perpétré par un groupe armé mieux identifié à la milice Codeco, auteur d'exécutions sommaires de 15 personnes originaires des Katoto en chefferie des Bahema Nord. Face à cette barbarie, je présente, au nom de l'administration militaire que je dirige et au mien propre, mes condoléances aux membres des familles éprouvées et que leurs âmes de défunts reposent en paix. Chers compatriotes, devant pareille situation qui nécessite une réponse appropriée de la part des autorités compétentes que nous sommes, je ne cesserai de réitérer le même parole aux Ituriens, vous appelant à garder le calme tout en vous demandant de vous remettre au service de sécurité et de défense, donc les missions régaliennes leur confiées sont d'assurer votre protection. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte, les forces du mal seront vaincues. Les mesures face à cette énième barbarie sont prises et nos recherches sont en cours en vue de neutraliser les auteurs. À cet effet, nous en appelons à la conscience de chaque Iturienne et Iturien épris de paix et de justice à contribuer à la pacification de la province de l'Ituri en faisant confiance à son armée et sa police, en demeurant en parfaite collaboration avec elle, en dénonçant les ennemis visibles et invisibles de la paix pour permettre aux forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire ces prophètes de malheur qui continuent à endeuiller nos populations meurtrières. Toujours en province, l'un des épicentres des combats intenses entre l'armée congolaise et le groupe armé M23, la ville de Saké s'est vidée de ses habitants le lundi 19 février comme les jours précédents. Les bombes qui continuent de tomber forcent les populations à se déplacer pour trouver refuge ailleurs, notamment à Goma. Le nombre de morts et de blessés augmente et la situation humanitaire s'aggrave. L'abbé Faustin Bara, curé de Saké, a décrit une situation alarmante. On fait le point avec Vini Ngali Junior. Depuis plus d'une semaine, plus de 95% de la population de Saké s'est déplacée vers Goma et d'autres endroits, révèle l'abbé Faustin Bara, curé de la paroisse de la Miséricorde divine de Saké. La cité, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale du Nord Kivu, est encerclée par les éléments du M23. Les assaillants se trouvent à 2 kilomètres au nord, vers Kimoka, et à l'ouest, sur la colline de Kiwuli. Ils occupent aussi Rutoboko, tout près du lycée Pain de Vie, et leur menace est imminente, a précisé le prêtre de Saké. Dans la cité même, a-t-il poursuivi, on ne trouve que le résistant Wazalendo et les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Alors que les habitants de Saké étaient encore chez eux, 2 bombes sont tombées à proximité de la paroisse et du camp des déplacés qui y était érigé, causant beaucoup de morts et de blessés. Pour se mettre à l'abri, la population a pris la route de Goma ou d'autres lieux
car nous nous sommes dit que la troisième bombe tombera peut-être sur nous et ainsi nous nous sommes déplacés. C'est quand a poursuivi le prêtre congolais hébergé les déplacés qui venaient des montagnes pour s'installer à Saké. Lundi 19 février, une autre bombe est tombée dans le quartier Kadouki et a causé au moins un mort et 3 blessés, a informé le curé qui a aussi trouvé refuge à Goma et seront chaque jour dans des camps pour visiter ceux qui y sont accueillis. Le nombre de déplacés des Saké et d'autres succursales de la paroisse peut être évalué à 50 000 ou 60 000. Certains sont accueillis dans des familles et le plus grand nombre se trouve dans des camps comme Mugunga, Kiouli, Boulengo et bien d'autres. On poursuit ce chapitre, mesdames et messieurs. L'ONU, le gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté humanitaire ont conjointement lancé un appel à la mobilisation de 2,6 milliards de dollars pour financer le plan de réponse humanitaire de l'année 2024 ce 20 février 2024. En 2023, l'appel de fonds n'avait été financé qu'à la hauteur de 40%. Suivez. Des nouveaux affrontements opposent depuis ce mardi 20 février les forces armées de la République démocratique du Congo aux combattants du M23 appuyés par les forces rwandaises au village de Ndumba sur la route entre Saké et Minova dans le territoire de Massissi. Les FARDC tentent de reprendre les contrôles de l'agglomération de Sacha, actuellement sous les contrôles du M23. Ces affrontements font des milliers de déplacés, aggravant une situation humanitaire déjà très précaire. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais et la communauté humanitaire ont conjointement lancé un appel à la mobilisation de 2,6 milliards de dollars pour financer les plans de réponse humanitaire de l'année 2024. Ces fonds sont destinés à fournir une assistance vitale et des services de protection à 8,7 millions de personnes dont la survie dépend largement de l'aide d'urgence. Cependant, cet objectif est loin de couvrir tous les besoins. Selon l'ONU, en 2024, près de 25,4 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire en RDC, tandis que la malnutrition aiguë touche 8,4 millions de personnes, principalement des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. La situation des enfants est particulièrement préoccupante, avec plus d'1 million d'entre eux privés d'éducation en raison des conflits armés. À noter que cette année, la communauté humanitaire sollicite 2,6 milliards de dollars américains pour répondre aux besoins urgents de 8,7 millions de personnes. Revenons à Kinshasa. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a lancé le 19 février depuis la commune de Mongafula les travaux de réhabilitation de la voirie et de la cité Maman Mobutu dans le cadre de son programme d'action d'urgence dans la ville-province de Kinshasa à la grande satisfaction des riverains. Rantaluela pour ce reportage. Depuis un certain temps, le gouverneur de la ville de Kinshasa est devenu l'homme du terrain. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa a depuis janvier 2024 initié un programme d'action d'urgence visant à construire, réaménager et réhabiliter les espaces publics ainsi que la voirie de Kinshasa. Le lundi 19 février, Gentini Ngobila Mbaka a lancé le travaux de réhabilitation de toute la voirie de la cité Maman Mobutu dans la commune de Mongafula. Il s'agit de notre programme d'action d'urgence. Nous l'avons commencé depuis quelques jours. Nous avons signé avec M. Aaron Sefou, c'était AS, un contrat en bonne et due forme depuis le 8 janvier de cette année. Ici, nous sommes aujourd'hui, ici, à la cité Maman Mobutu, pour réhabiliter toute la voirie de cette belle cité Maman Mobutu. Maître d'ouvrage, l'entreprise Aaron Sefou est déjà à pied d'œuvre. On va faire une célérité pour mettre la population dans de bonnes conditions. Mais le maximum que nous pourrons prendre, ça fait 6 mois. La notabilité de cette municipalité s'est dite très contente de cette réalisation. J'ai félicité le gouverneur de la ville de province de Kinshasa et tout ce qu'il a fait, en tout cas, que Dieu le bénisse.
Visiblement, le gouverneur de la ville de Kinshasa est déterminé à laver son image de la ville de Kinshasa abandonnée et à redorer sa juridiction. À présent, rendons-nous au Congo central. Le gouverneur Guy Bandou a officiellement lancé le week-end dernier les travaux de reconstruction du stade Sokol, rebaptisé Joseph Kasavubu en l'honneur du premier président de l'RDC, originaire de cette province. En guise de lancement des travaux, le gouverneur Guy Bandou a posé la première pierre symbolique devant une population en liesse qui a longtemps entendu la réhabilitation de ce stade d'une capacité de 10 000 places. Regardez. Le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndongidi, a lancé officiellement ce samedi 17 février les travaux de construction du stade de Joseph Kasavubu, ex-Sokol, un témoignage supplémentaire de sa détermination à accompagner les réalisations du président de la République au Congo central. C'était en présence des membres de son gouvernement, ceux du Conseil provincial de sécurité et des différents partenaires impliqués. Dans son adresse, le patron de la province a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir honoré sa promesse faite lors de son passage dans cette ville dans le cadre de sa campagne électorale, celle d'offrir aux Congolais en général et aux habitants du Congo central en particulier des infrastructures sportives modernes pouvant accueillir de grandes compétitions internationales. La Congo, il y a chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence a fait une mission, il a remercié Madame Nyonso de la Boma, Nandenge pour participer pour la réélection, Naïe, Atiliga Ilelo, pour concrétiser. Promesse pour la Pesaki que la travaux, il y a stade dans l'histoire, il y a Joseph Kasavubu, il y a Boma et Kobandela. Le maire de Boma et les représentants de la Société Mongo Internationale ont de tour à tour salué l'implication du chef de l'exécutif dans la relance des activités culturelles et sportives dans la ville portière. Présents à cette cérémonie, les amoureux du foot ont apprécié ce geste. À noter que les travaux du stade de Joseph Kasavubu ex-Sokol, qui aura une capacité de 10 000 sièges, seront exécutés par la Société Mongo Internationale et le contrôle des travaux assuré par l'Agence congolaise des grands travaux. Le délai pour la fin des travaux était fixé à 18 mois. Allez, on parle santé à présent. Les hommes peuvent aussi être atteints du cancer du sein. Voilà pourquoi il est donc important de faire le dépistage ou se faire consulter une fois que l'on remarque des signes anormaux afin de ne pas négliger les symptômes. Selon plusieurs, le cancer du sein est gynécologique, c'est-à-dire que c'est l'apanage des femmes. Pourtant, les hommes aussi sont touchés, mais à une faible proportion. Le sein, c'est un organe qui appartient aux deux sexes, donc au sexe masculin et au sexe féminin. Et si la femme a une forme et un volume différent, c'est parce que il est sous l'emprise des hormones féminines. Sur le plan histologique, c'est exactement la même chose chez l'homme et chez la femme. Donc, par ricochet, la maladie du sein, chez l'homme comme chez la femme, c'est la même chose. Il est donc très important de parler de cette maladie chez les hommes, car près d'1% des cas de cancer de sein a été confirmé chez les hommes. Si c'est un cancer, il faut prendre ça en charge au stade débutant, au stade précoce, avant que ça ne quitte le sein pour envahir d'autres organes. Dès que vous avez une masse au niveau du sein, un nodule au niveau du sein, consultez au mieux un sénologue, donc un spécialiste de maladie du sein, et celui-là sera la bonne attitude à adopter face à ces nodules. Si le diagnostic est posé à temps, parce qu'aujourd'hui, le Centre national de lutte contre les cancers, le CNLC, commence à avoir des outils pour prendre en charge ici chez nous. Une multiplication anormale des cellules du sein inquiète autant chez les hommes que chez les femmes. Les causes, les signes et les conséquences sont les mêmes. Les causes sont les mêmes chez l'homme comme chez la femme, sauf que chez l'homme, n'ayant pas beaucoup d'estrogène, et ces perturbateurs endocriniens ne trouvent pas des socles, c'est-à-dire des substratums, pour agir, pour induire les anomalies comme chez la femme où il y a des estrogènes qui favorisent la multiplication cellulaire. Donc bref, les hommes doivent faire attention comme les femmes. Les signes, c'est toujours une masse, donc attention,
Ce n'est pas bon qu'après l'adolescence, un homme voit une boule au niveau du sein. Donc quand vous voyez une boule au niveau du sein, ou quand vous voyez un sein qui débite, qui a des sécrétions, des galactérés, quand vous voyez un sein qui change de forme, tout ça, il faut voir son médecin. Le médecin spécialiste de maladies du sein, il s'appelle sénologue. La prévention chez l'homme comme chez la femme est le seul moyen efficace de lutter contre cette maladie. Pour éviter le pire, il est donc demandé de faire le dépistage précoce. Aujourd'hui, doté, donc équipé, on a les plateaux techniques pour faire des examens pour sous-typer les cancers du sein. J'insiste, c'est accessible ici à RDC et on a les médicaments. L'État a doté le CNLC de ces médicaments pointus pour pouvoir traiter les cancers du sein de façon vraiment pointue et vraiment moléculaire, comme ça se passe ailleurs. L'autopalpation des seins peut aider à détecter une masse et dans ce cas, il faut consulter le médecin dans les heures qui suivent pour éviter le pire. Et à présent, je rappelle les principaux titres. Le délai de 8 jours accordé aux élus des législatives nationales organisées en décembre 2023 en République démocratique du Congo, frappé d'incompatibilité des fonctions occupées au mandat de député, expire ce mardi. Plusieurs membres du gouvernement ont démissionné, à savoir Vital Kamerhe, Jean-Pierre Liaou, Molendo Sakombi pour ne citer que ceux-là. Les combats ne cessent de s'intensifier dans la partie est de la République démocratique du Congo, ce qui crée un déplacement massif de la population. Face à cette situation, le gouvernement congolais ainsi que l'ONU et la communauté humanitaire ont lancé un appel à la mobilisation de 2,6 milliards pour financer le plan de réponse humanitaire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal et un grand merci à tous les héros dans l'ombre. Au revoir.